Et bonjour à tous et bienvenue sur Y'a pas que la data, 29e épisode déjà, que le temps passe vite. Je suis Pierre Vanier, je suis fondateur et PDG de la société Flint, qui est une boîte de conseil en tech, en data, en IA. Je suis aussi développeur, vibe codeur à mes moments. Je suis accompagné, comme d'habitude, de Thomas Memoun, qui est Chief Data Science. Salut Thomas. Salut Pierre, Toujours en forme, toujours à Montréal. toujours. Et aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va faire, une fois, n'est pas coutume, mais c'est vrai qu'on invite plein de gens, de l'écosystème français. Je suis très content, on est très content de recevoir Yann Léger. Yann qui est donc le cofondateur de Koyeb, Koyeb. Salut Yann! Salut Pierre, salut Thomas. Bah Salut alors Yann. Yann, je suis très content parce qu'on se connaît, on s'est rencontrés. Je suis venu squatter vos bureaux une fois à Station F, parce que vous êtes installé à Station F. Donc on est, moi-même, je suis aussi utilisateur de Koyeb et on va en parler en long, en large et en travers. Qu'est-ce que c'est Koyeb? Alors, qu'est-ce que c'est Koyeb? On est un- moi je dirais qu'on est un cloud service provider en quelque sorte, et on fournit une plateforme serverless qui permet d'héberger des applications. Pour faire très simple. Et donc, ce qu'on héberge comme application, on héberge principalement euh, deux ou trois catégories d'applications. Donc, on héberge des workloads d'inférence d'un côté. Tout ce qui est modèle de LLM ou, ou vidéo ou génératif image ou même de computer vision avec des GPU et des accélérateurs. On héberge des API plutôt standards sur CPU. On va dire tout n'importe quel SaaS, tu peux le run sur nous et on va faire en sorte de le run d'une manière serverless et on pourra rentrer dans le détail un peu plus tard. Et enfin, la dernière catégorie de workload qu'on a en ce moment, c'est la partie workload agentique côté IA, donc qui tourne aussi sur CPU. Et on pourrait aussi rentrer dans le sujet, mais dans le cas, c'est des grosses flottes en fait de services qu'on héberge, donc plutôt en milliers, voire en dizaines de milliers de déploiements par jour pour nos utilisateurs finaux. Ok, ça va être pas mal intéressant. Il y a pas mal de choses peut-être qu'il faudra définir au cours du podcast. Mais je ne sais pas si c'est vraiment pour tous les auditeurs clair ce que c'est le serverless, mais est-ce que tu peux peut-être revenir dessus rapidement? Et pourquoi le serverless, ça pourrait être utile pour l'intelligence artificielle? Ouais, bah, pour donc, le contexte du serverless, pour nous, la manière dont on le définit, c'est le fait qu'on abstrait la gestion de l'infrastructure de manière générale, et on le définit avec trois, je dirais, éléments clés. Un, c'est le truc de base, c'est l'auto-healing. Quand tu déploies, on fait en sorte que l'application tourne en permanence, peu importe s'il y a une panne d'un serveur physique derrière. Donc, on va faire en sorte que il n'y ait pas d'interruption de service. Ça, c'est la base. Euh, Après, on a l'autoscaling, donc faire en sorte que la charge, le nombre de machines s'adapte à la demande. Et enfin, le scale to zero, donc le fait que ça descende jusqu'à 0. Et le principe global du serverless, c'est de faire en sorte de simplifier la gestion de l'infrastructure et de ne pas avoir besoin au final d'équipes DevOps, euh, et, ou en tout cas de simplifier au maximum leur travail de manière générale. Et on considère que c'est une évolution de la gestion d'infrastructure. Enfin, si on revient en arrière, nous on voit ça dans une timeline où sur les 20 dernières années, on a eu une transition de la gestion du serveur physique à ensuite la virtualisation, puis l'IaaS, donc qui est par exemple AWS EC2, qui ont été les pionniers sur ce marché-là. Puis après, il y a eu l'apparition de Kubernetes. Et nous, notre vision, c'est que bon, la suite, c'est le serverless en standard pour faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin de gérer l'orchestration pour la majorité des entreprises. C'est un point qui est assez intéressant. Est-ce que vous êtes au courant aujourd'hui s'il y a
les entreprises qui font de l'IA, est-ce qu'elles sont freinées aujourd'hui par le déploiement de leurs modèles ou est-ce qu'aujourd'hui, justement, elles font presque plus de modèles, elles consomment beaucoup de ce qui est proposé par DeepSeek, Meta et ce genre de choses? Et ouais, de manière générale, et pour dive précisément sur la partie IA, là où ça a énormément de valeur, c'est dans euh, deux cas, je dirais, d'usage principaux. C'est le fait que typiquement pour l'IA, cette partie auto-scaling et scale to zero, elle a, elle est extrêmement importante si tu as des déploiements qui tournent sur GPU ou accélérateurs qui sont très chers. Nous, c'est dans ce cas-là que nos utilisateurs finaux en tirent de la valeur, ou alors dans le cas de ce dont je parlais tout à l'heure sur les workloads agentiques où tu as des milliers de déploiements, mais en réalité, ils vont pas forcément être tous utilisés en permanence, et donc tu as vraiment besoin du scale to zero. Et pour revenir à ta question de euh, la valeur par rapport à des modèles, par rapport à des acteurs comme OpenAI ou des choses, d'autres players du marché, euh, nous, la partie, il y a vraiment ces deux cas-là. Donc, typiquement, les workloads agentiques, de toute façon, OpenAI ne solve pas du tout le problème, résout pas du tout le problème. Après, sur la partie hébergement des modèles, euh, le, les entreprises qui ont besoin de GPU en général ont des contraintes particulières ou des usages très avancés. Donc ça va être typiquement des entreprises qui sont, nous on les appelle AI intensive, donc qui ont soit des volumétries importantes et qui veulent reprendre contrôle en partie euh, de la gestion du modèle. Donc, ils vont, et on va sûrement rentrer dedans après, mais faire du fine-tuning de modèles, par exemple, pour réduire les coûts et améliorer la précision des modèles. Euh, ou après des entreprises qui sont carrément spécialisées dedans et dont c'est le cœur de métier en fait de développer des modèles spécialisés, donc verticalisés. Donc ça va pas forcément être du large training comme Mistral par exemple, mais ça peut être du training spécialisé pour une verticale spécifique. Par exemple, pour de la mode, tu fais de l'image pour de la mode, bon, tu peux te retrouver avec un modèle spécialisé qui n'est pas n'est pas celui d'OpenAI, quoi. Et juste pour revenir dessus, pour être bien clair là-dessus, donc vous, vous êtes complètement agnostique, indépendant des cloud providers des États-Unis, c'est ça? On est une entité française. Après, on opère dans 10 régions dans le monde. Oui, bien sûr. Donc, on a 4 zones aux US et bientôt on en aura 5. Et en Europe, on en a 4 aujourd'hui aussi. Et on en a 2 en Asie. Donc ouais. Donc on n'est pas et on opère en fait sur différents acteurs dépendant de la région. Parfois, on rack le matériel nous-mêmes et on opère verticalement toute la stack. Donc, ça dépend vraiment du déploiement et du besoin. On a un mix et donc nous, on est vraiment indépendant de l'acteur sous-jacent. On peut opérer aussi bien sur un acteur euh, si on a un client qui a des contraintes particulières et qui nous demande d'opérer sur AWS, on peut le faire. Mais la majorité de nos régions sont enfin, toutes nos régions là, que je viens de citer sont des régions opérées euh, sur des acteurs tiers ou sur notre propre matériel. Et après, on Ok. fait carrément des déploiements custom aussi. Je voulais juste revenir sur un point, c'est quoi opérer verticalement, pour que les gens puissent bien comprendre? C'est dans le sens où on opère à partir de... Donc, on commence jusqu'au fait d'acheter le serveur et on le rack, on opère le réseau. Puis ensuite, on opère la couche logicielle dessus, qui est construite en interne par nos équipes et qui est développée en interne. Et puis après, on fournit un service clé en main, en fait, et toute cette complexité, elle est abstraite pour l'utilisateur final, enfin, et on donne cette expérience serverless tout en gérant toute la complexité nous-mêmes et toutes ces différentes couches de la stack. Euh,
Toi, je veux revenir là-dessus peut-être, Yann. C'est quoi un peu ton parcours et avant qu'on plonge un peu dans le fine-tuning des LLM aussi un petit peu, mais c'est quoi ton parcours? Je crois qu'avant, tu as été aussi chez Scaleway, c'est ça? Ouais, ben, nous on a fait. J'étais managing director de Scaleway pendant 5-6 ans. Donc on a fait tout avec mes deux cofondateurs, Edouard et Bastien, on a fait tout le développement initial de Scaleway. Donc là, on remonte, et ça va à nouveau ramener un peu en arrière parce qu'on remonte à 2013. Avant Euh, ChatGPT. ouais, c'est ça. Avant ChatGPT, et même, il n'y avait pas encore de GPU. Data Center Guide, hein. Ah ouais, bien sûr. Il y avait des GTX. Je pense que c'était les gens qui faisaient de l'IA à la base, ils devaient le faire sur leur GTX. Enfin, il y a peut-être le début de CUDA en 2013. Mais Hmm. ouais, donc on a fait tout le développement de Scaleway de zéro. Enfin, là, quand la marque n'existait pas, hein. C'est la première marque sur laquelle ça a été release, c'était Online Labs. Qui est devenu Jusqu'à aujourd'hui un gros acteur un gros acteur français. Ouais, tout à fait. Bah, je pense que c'est toujours le deuxième acteur français derrière OVH et sûrement dans le top 5 européen. Alors justement, tu parlais de déployer, fine-tuner, fine-tuner ces LLM. Déjà, c'est quoi la différence entre voilà, entraîner un modèle, un LLM, et fine-tuner? Voilà. Parce que ça, c'est important pour que les gens comprennent de quoi on parle. Ouais, bah alors l'entraînement en général c'est à partir de zéro. Donc on prend un dataset plus ou moins conséquent, donc un jeu de données et c'est tout un topic, je pense, dans le domaine de l'entraînement, qui est open ou pas, et Plus ou moins open. voilà, c'est ça, sur lesquels il y a du vol de données ou pas. On ne commentera pas sur ce sujet, mais ça c'est pas, nous on fournit que l'infrastructure, hein, c'est pas notre problème. Je te dirais, mais donc c'est l'entraînement de manière générale. Et après, bon, tu peux avoir des entraînements qui sont petits, donc avec des jeux de données qui sont, je sais pas, quelques millions de points de données. Enfin, on voit des modèles qui sont très spécialisés. Par exemple, on avait une boîte qui fait ça pour du je crois la Ligue 1 en Angleterre, donc qui vont prendre des points de données sur des statistiques et qui vont entraîner des modèles spécialisés pour faire de la prédiction sur l'outcome d'un match. Donc ça, c'est un entraînement. Et donc, tu peux avoir des trucs qui sont très petits, très spécialisés, donc avec, je sais pas, 40 millions de data points, ou des trucs qui sont énormes et qui ont besoin de clusters qui sont énormes, quoi. C'est super important ce que tu dis, Yann, parce qu'en fait, on aurait tendance à croire qu'il n'existe que des gigantesques, énormes LLM qui doivent s'entraîner avec toutes les connaissances de l'humanité, plus éventuellement des connaissances d'aliens, et bien évidemment toutes les connaissances et tous les dessins du studio Ghibli. Mais en fait, il existe aussi des LLM qui ont toujours cette appellation, mais qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus spécialisés et qui, eux, par définition, ont moins besoin de données d'entraînement, sont moins énergivores aussi, etc. etc. Ouais, et il n'y a pas que les LLM, hein, il y a aussi ça, hein, là, Il y a des modèles qui ne sont pas des LLM, qui sont voilà, des c'est ça, modèles. c'est des modèles enfin typiquement le modèle de prédiction dont je parlais, c'est même pas un modèle de textuel, hein, forcément Il y a ça des peut être modèles aussi de diffusion pour les images, etc. etc. et tu as des modèles entraînés sur des jeux de données de type time series, enfin Mhm. Tabulaire? je trouve pas Série temporaire. série, voilà. Temporale. Merci. Ouais. Euh, et tu as ouais, ces modèles côté image, mais donc tu peux avoir des choses qui sont entraînées sur un seul GPU d'une taille raisonnable, quoi. Mhm. Euh, Tout comme tu peux avoir un cluster massif qui ingère toute l'humanité. Et même la définition de LLM commence à être un peu floue puisque tu as des trucs
qui sont considérés comme, alors est-ce que c'est des SLM, Small Language Model, ou des Large Language Model, quand ils ont 3 milliards de paramètres. Enfin, ça va de 3 milliards de paramètres à 700 milliards, donc, ou voire plus. Donc, t'as un range d'entraînement qui est énorme. Mais en tout cas, le principe de l'entraînement, c'est que tu es sur un jeu de données qui est, tu pars pas d'un modèle existant, tu pars du jeu de données et tu crées le modèle. Par contre, dans le cas du fine-tuning, tu vas partir d'un modèle existant et tu vas ajouter de la donnée pour enrichir le modèle. Donc c'est ça la différence principale. Et ce qui fait que ouais, tu pars d'une base existante. Franchement, je suis ravi qu'on parle de ça aujourd'hui. Ça fait un peu tard pour nos épisodes de podcast, mais c'est un excellent point, surtout que bah, ce mois-ci, il y avait Andrew Karpathy qui parlait de context engineering euh, plutôt que de prompt engineering. Et je trouve que c'est un point qui est super intéressant, puisque aujourd'hui, avec les LLM, on a tendance à penser que bah, donner du contexte, ça suffit à mettre à jour un modèle, une base de connaissances. Mais en soi, si on arrive à fine-tuner un modèle, alors bien sûr, il y a un peu plus de compute, il y a des choses derrière, évidemment, ça a beaucoup plus d'intérêt. Et je voudrais revenir sur un exemple peut-être un peu plus concret. Donc, pourquoi, par exemple, une entreprise, elle aurait intérêt à fine-tuner son propre modèle plutôt que d'utiliser une API comme OpenAI et faire comment dire, augmenter le contexte. J'aimerais un peu Euh, comparer les deux. Augmenter le contexte, c'est la version française du RAG. Euh, Ouais, en vrai, ça peut marcher comme ça. Le contexte, c'est juste, contexte, c'est lui donner plus d'informations, faire des prompts Ouais, plus généreux pour qu'il comprenne mieux qui il est, ce qu'il doit faire, son existence. parce que tu as aussi le RAG dans cette histoire, parce que tu as le prompting de base, tu as le RAG, puis après tu as le fine-tuning, et après tu as le training. Et je Tout à pense fait. que enfin, et typiquement, le RAG est probablement le truc le plus, enfin, le plus simple en termes d'ajouter du contexte, c'est enfin, ce que tu décrivais, la partie prompting et bon, contexte augmenté. Puis après, tu as le RAG euh, qui te permet d'ingérer des bases de données plus grosses. Et tu as le fine-tuning qui va augmenter la précision, mais qui est plus complexe, un peu plus complexe à mettre en place, peut-être que du RAG, quoi. Et sur des bases, des corpus documentaires qui sont pas énormes, le RAG peut suffire dans un certain nombre de cas. Euh, Après, et donc tu peux faire du RAG sur. En fait, l'intérêt du RAG, c'est que ça fonctionne avec à peu près tous les modèles et toutes les API différentes. Et quand on parle de modèles, de toute façon d'OpenAI ou d'autres, il y a vraiment une question de la performance du modèle par rapport à un besoin donné, quoi. Je pense que toutes ces questions arrivent pour dans deux cas. C'est si tu as de la donnée privée, parce que le modèle, la limitation des modèles, c'est toujours la même, c'est qu'ils connaissent que ce qui est, enfin, ils sont entraînés sur des données publiques. Euh, et donc, quand tu fais du RAG, tu ingères ou tout autre type d'enrichissement de ton modèle, tu ingères de la donnée privée en général, ou de la donnée qui n'est pas accessible publiquement. Et les deux cas qu'on voit, enfin, et donc après, est-ce que tu veux donner ta donnée à OpenAI? C'est une question à part entière. Est-ce que le coût derrière d'OpenAI va correspondre à ton besoin? C'est une autre question. Donc en fait, typiquement, les gens, ce qu'ils vont faire, parce que les modèles d'OpenAI la majorité sont très gros et coûteux à exécuter, et c'est pour ça aussi qu'ils sont performants. Mais quand ils vont commencer à faire du RAG ou du fine-tuning, ils vont prendre des modèles qui sont plus petits, mais qui ont suffisamment d'informations de base pour être pertinents s'ils sont augmentés des données métiers qu'ils ont, quoi. Je pense que c'est très clair, c'est quand même. Ouais, non, c'est très clair. En fait, c'était une question, parce qu'on va pouvoir parler de la gouvernance un peu plus tard, mais je commence vraiment à me poser des questions. Bah, on peut prendre l'exemple du RAD, je trouve que c'est vraiment un merveilleux exemple. Aujourd'hui, on a le fine-tuning. À l'époque, on parlait du fine-tuning de BERT, qui était un excellent exemple à l'époque. Aujourd'hui, tu as le RAD, enfin, tu as le RAD qui est arrivé il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et depuis cette année, on commence à parler du agentic RAG.
donc faire des agents avec des RAG et je commence vraiment à me poser des questions sur la viabilité de cette solution puisque, quand tu utilises du RAG, si par exemple tu fais un chatbot avec un RAG, en permanence, à chaque question, bah, en fait, ton LLM, il va aller chercher parmi toutes tes données disponibles et je ne pense pas qu'à long terme, ça soit viable. En fait, je pense que c'est extrêmement coûteux et que ça devient limite plus intéressant de fine-tuner un modèle, de payer dès le début pour un entraînement qui avec ces données, plutôt qu'à chaque fois, chaque appel, bah, ton agent, il va aller chercher toutes les données disponibles et voir ce qui est le plus cohérent et faire son rapprochement sémantique. Mais bon, je sais pas si tu avais des choses à dire, dessus, si tu avais des exemples concrets peut-être ou sinon on peut. Bah, je pense que oui, c'est vraiment une histoire de courbe d'adoption, quoi. Bah, dans le sens où et il y a des gens qui vont s'arrêter dans la courbe d'adoption dépendant de leurs besoins. C'est-à-dire que exactement comme si ton besoin est assez simple, tu peux t'en sortir avec du prompting. Tu vas progressivement aller vers du RAG et en fait, et tu vas te retrouver avec des entreprises qui, dépendant de leurs besoins et de leur maturité, euh, vont bouger sur ce curseur et du besoin de spécialisation vont bouger sur ce curseur en fait sur cette ligne-là, tout comme en général la majorité des gens vont commencer vers OpenAI et ils vont sauf s'ils ont un besoin particulier et ils ont un besoin par exemple de se render et ils veulent aller sur Mistral, mais tu vas avoir la même courbe en fait sur la spécialisation du modèle euh, aussi, enfin sur les variations de modèles en général, tu commences très générique, tu prends l'API standard et puis après tu spécialises au fur et à mesure. Ce que tu décris, je pense que c'est vrai, et sachant que bon après il y a un enjeu derrière d'avoir l'automatisation pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire du fine tuning en continu, parce que quand tu fais du fine tuning, si ton dataset il est statique. Bon, ça marche, mais en général, enfin, c'est très rare que tu as un dataset statique, quoi. Tu vas sûrement devoir réentraîner, enfin ré-fine-tuner plutôt, avec une périodicité dépendant de la vitesse d'évolution du dataset, quoi. Non, c'est un excellent point. Je voulais juste revenir sur un autre sujet. Je pense que tu en avais déjà parlé, mais qu'est-ce que vous mettez à disposition chez Coyeb pour, disons, la chaîne de valeur pour intelligence artificielle? Est-ce que vous fournissez des, je sais pas, des datasets d'entraînement, le déploiement, les API? Qu'est-ce que vous fournissez concrètement? Concrètement, nous, on fournit ce qu'on déploie, c'est techniquement, c'est toujours des conteneurs Docker. Et on va fournir un ensemble d'images prépackagées avec des modèles inclus. Et on va faire en sorte d'abstraire la partie infrastructure quand tu veux déployer ton propre modèle. Et on fait aussi du build. Si tu veux typiquement euh, intégrer ton modèle dans ton image. On fournit pas l'outillage côté RAG. On va fournir des exemples d'outils euh, que tu peux utiliser. Typiquement, on a une image, une démo Lama Index, par exemple, mais on va pas te fournir une plateforme MLOps, quoi. On n'est pas, notre métier, c'est pas du MLOps. On te fournit vraiment ce layer-là, et ensuite, bah, tu peux build on top, quoi, de manière générale. Il y a un truc, c'est que qui dit fine-tuning, déploiement, etc., serveur, on parle beaucoup de le nouvel or noir, c'est le GPU. D'ailleurs, il y a un truc qui dit est-ce que tu es GPU pour, donc GPU pauvre en GPU ou riche en GPU, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a, comme dirait l'autre, pas de bras, pas de chocolat, pas de GPU, pas d'IA. Et du coup, quel type de GPU vous avez? Parce que je crois savoir que vous avez lancé récemment sur des nouveaux types de GPU. Les Tensor, tu nous en parleras, c'est Ouais, ça?
C'est BitTensor, c'est ça? Je dis C'est pas de bêtises. TenStorrent, TenStorrent. Et la marque. BitTensor, c'est encore autre chose. Ouais. De toute façon, entre les acronymes, les machins, etc. Tu peux nous en parler, nous faire un petit peu déjà aussi nous expliquer très rapidement c'est quoi la différence entre un CPU et un GPU, très rapidement, et pourquoi aujourd'hui le GPU est devenu l'or noir après lequel tout le monde court. Ouais, carrément. Donc, nous, dans notre offre, on a vraiment du CPU classique, du GPU, et on a on appelle ça des accélérateurs donc, de TenStorrent. Donc, de manière générale, le, sur du CPU, tu peux faire tourner n'importe quel type de workload. Euh, et je dirais que tu as une plateforme qui est euh, non spécialisée et qui te permet de faire même tourner des workloads d'IA, hein. Je veux dire, il y a des modèles, des petits modèles qui tournent sur du CPU. Et d'ailleurs, enfin, tu as des projets qui te permettent de faire même tourner des plus gros modèles sur CPU. Donc, tu peux faire tourner des choses sur CPU. Maintenant, la raison pour laquelle les GPU originellement ont, ont, ont pris pour la partie IA, c'est que c'est un- une carte dédiée, spécialisée pour je dirais du calcul haute performance, quoi. Enfin, et, et avec une architecture spécialisée pour la partie calcul parallèle, et avec des puces mémoire qui sont nettement plus performants aussi que ton serveur classique, qui en fait, la vitesse entre ton CPU et ta mémoire vive, bon, va être forcément rapide, mais pas aussi rapide que sur un GPU où tout est intégré. Euh, donc ça, c'est l'émergence enfin, c'est les GPU qui sont originellement faits pour du processing graphique, et qui ont été, l'architecture entre guillemets a été détournée pour faire de la partie IA, parce que ça fonctionnait bien pour du calcul intensif et du calcul parallélisé. Euh, Sauf que bah, c'était pas l'architecture initiale. Et après, bon, il y a tout un tas de nouvelles acteurs émergents, dont TenStorrent, qui est un de nos partenaires stratégiques, qui sont arrivés avec une architecture alternative conçue pour faire de l'IA. Donc typiquement, sur une carte TenStorrent, c'est designé pour faire de l'IA, et pas forcément pour faire du rendering vidéo où tu vas mettre ton écran, hein. Parce que quand on revient en arrière, le GPU, c'est vraiment le truc que tu mets dans ton PC portable ou dans ton ordinateur pour pouvoir mettre un moniteur à la base, ou peut-être pour faire du rendering vidéo. Et donc, TenStorrent, ils fournissent une architecture alternative qui est complètement open source, avec une stack software qui est open source. Et on est le seul cloud service provider mondialement à avoir leur carte au sein de notre offre. Donc, si tu vas sur tenstorrent.com, tu cherches Coyep, tu nous trouveras. Et on est très fiers de ça. Et Et du coup, TenStorrent, c'est quoi comme nationalité? C'est quoi cette boîte? Elle est sortie comment? Parce que j'ai l'impression qu'on en entend parler là beaucoup, très récemment en fait. Parce que voilà, on entend Nvidia partout, tout le temps, comme les maîtres du monde, un petit peu AMD aussi. On entendait aussi les puces de Groq, là, qui sont un petit peu différentes, Groq avec un Q, hein. Ces plateformes-là, qui sont des quoi? Des LPU, je crois, ouais, c'est ça, hein. Language Processing Unit, c'est un peu différent en architecture, etc. Du coup, elle sort d'où cette entreprise? Ouais, bah, en fait, tu as tout un écosystème donc d'alternatives à Nvidia, parce que bon, il se trouve que Nvidia, parce qu'ils ont été très forts, enfin, faut dire ce qu'il est, ils sont arrivés tôt, ils avaient la bonne architecture, les bons SDK avec CUDA, Hmm. ils ont réussi à devenir leader sur ce marché et à avoir un monopole de facto, hein, parce qu'il n'y avait Hmm. pas vraiment d'alternative. Sauf qu'en parallèle, bah, il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé, dont AMD, Intel, ou Groq,
avec des architectures à chaque fois plus ou moins différentes. Et ce qui est assez marrant hein, quand tu connais cette industrie, c'est que c'est des boîtes qui sont pas jeunes. Hein, elles ont quasiment 8-10 ans toutes. Enfin bon, AMD Intel c'est encore plus vieux, hein, mais les nouveaux acteurs, même comme Grok, euh, ça date pas de il y a 5 ans quoi. Ils avaient commencé avant parce que ça prend énormément de temps de faire des chips et de faire du design hardware, donc ils font le silicone eux-mêmes. Et, euh, et donc Tenstorrent, c'est une boîte qui est originellement canadienne et avec un footprint aux US, au Japon et en Europe. Et je sais pas ce qu'ils sont, je sais pas trop le reste de la PAC, mais bon, ils ont un footprint global et qui a levé 1 milliard pour Ouais, c'est ça, j'allais dire 700 millions, mais c'est encore plus que ça, 1 milliard. ouais, au total, ça fait 1 milliard. Hein. C'est peut-être le dernier tour qui était à 700 millions et qui est aujourd'hui dirigé par Jim Keller a fait les puces euh, pour Tesla et pour AMD avant, dans le passé, des puces CPU et donc qui essaye de fournir une alternative aux GPU NVIDIA, tout Très simplement. intéressant. Et c'est vrai que, comme tu le dis, les acteurs dans ce domaine du hardware, du silicone, des puces, etc. Je vais prendre une analogie, mais c'est presque aussi long que pour développer un médicament, en fait, ou un blockbuster. Ça prend un temps énorme, les signatures, il y a des coûts qui sont monstrueux parce que tu as déjà tout le temps de R&D, ensuite tu as les chaînes de fabrication, la qualité, enfin, c'est des trucs qui sont faramineux en termes d'investissement en fait, et de temps. Ah ouais, tout à fait. C'est les cycles, puis vu la précision. Enfin, le problème c'est que ça va pas à la vitesse du software. Hein. Quand tu dois fixer, quand t'as un bug dans ton silicone, tu dois refaire une production. Et Ouais. c'est plutôt en millions ce que ça coûte Ouais. pour juste faire tes samples. Et ils ont c'est une industrie très bizarre parce que, enfin, tu as besoin dans cette industrie de produire des millions de puces pour que ça marche, quoi, en fait. Et tu as des coûts de base qui sont énormes. Et par contre, quand tu scales, enfin, le coût unitaire est assez bas, mais c'est le coût d'entrée qui est phénoménal. Donc, toutes ces boîtes, et c'est sidérant, hein, et parce qu'il y en a plein d'autres derrière qui ont levé autour de 100 millions, et tu dis, mais en fait, personne ne les connaît parce que bah, ils sont juste en train d'essayer de construire ces puces, quoi. Et leur puce n'existe même pas forcément, mais ils ont levé 100 millions, ils ont peut-être une première génération, mais qui n'est pas encore au point, et ils ont besoin de faire 2, 3 générations avant d'arriver à un truc qui est compétitif hein, et d'essayer de compéter. Et sachant qu'il n'y a pas que le hardware, il y a le software aussi. Parce que tu peux designer la puce la plus performante du monde, si le software n'est pas au niveau, bah, ta puce, Ah elle oui, sert oui. à rien. Ah oui, tout à fait. Si bah là, si tu parles de l'équivalent de tous ces frameworks type CUDA, Ouais. etc. En fait, donc la première couche logicielle au-dessus du hardware qui permet de le piloter bas niveau. Exactement, et donc c'est là où Tencent, leur play, c'est d'avoir cet écosystème qui est complètement open source, ce qui est, sauf erreur de ma part, pas le cas de CUDA. Ouais, Et ouais, non. donc, ils ont tout l'écosystème software qui est open source. Ils ont une stack qui s'appelle TT Mytherium pour la partie justement interaction avec le matériel bas niveau. Et après, bon, ils doivent faire en sorte de supporter les différentes architectures de modèles pour avoir des perfs qui exploitent correctement le matériel et l'architecture matérielle, quoi. Top. Très intéressant. Je voulais, est-ce que ça vous irait si on irait un peu sur la partie sécurité, scalabilité, mise en production? Je Ouais, pense que c'est pas mal intéressant, ouais, ouais, surtout, carrément. surtout pour Coyeb. Hem, je sais pas si c'est bien clair, hein, pour tous les auditeurs, mais donc on va utiliser principalement Coyeb, donc au même type qu'un autre cloud provider américain. Quand on ne veut pas utiliser, par exemple, une solution comme OpenAI, on va faire une requête en ligne et pour éviter de donner ces données. Et de l'autre côté, si son ordinateur, il a pas les capacités pour faire tourner un LLM, bah, on va utiliser une solution comme Coyeb. C'est bien ça? Bah, de toute façon, c'est destiné à de la production, hein, donc oui, on a une alternative à un acteur, enfin, un acteur potentiellement américain ou l'autre acteur européen, hein,
on est une solution qui te permet de déployer une application en production, en fait. Et d'avoir cette application de manière générale tout le temps en ligne, et ça peut être aussi bien des workloads d'IA que des choses plus classiques, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que nous, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais vous ne faites pas que ça. Mais c'est vrai que c'est là où on est plutôt à l'aise. Et du coup, c'est ça le bon point, c'est qu'on parle souvent de la sécurité comme un frein pour héberger un modèle, même si on va faire abstraction d'OpenAI pour cette fois-ci ou de Claude et ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que vous mettez en place, par exemple, pour garantir la confidentialité des données? Bah, nous, on est en tant qu'hébergeur, donc on a toutes ce qu'on te fournit, c'est on te fournit une VM dédiée déjà. Donc, techniquement, alors tu les vois pas parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que tu t'en rendes pas trop compte. Mais quand tu vas déployer quoi que ce soit sur nous, ce qui va se passer derrière à la volée, c'est qu'on va créer des VM dédiés qui ne sont partagés avec aucun autre client. Et donc tu vas avoir cet espace qui est isolé avec de la virtualisation matérielle. Et derrière, tu vas avoir du chiffrement sur les machines pour faire en sorte que du chiffrement, donc, alors, en français, en anglais, c'est du encryption at rest et in transit. Donc, je ne sais pas quelle est la traduction correcte en français, mais, euh, mais ouais, tu as du chiffrement sur la machine et du chiffrement en réseau pour faire en sorte que il n'y ait pas de problème de sécurité derrière et que ton environnement soit complètement isolé. Dans le cas En plus, concret, si on veut utiliser des acteurs français, donc on a un modèle de Mistral, on l'essaye sur son ordinateur pour un petit POC, on valide que c'est bon, que ça fonctionne. Si on veut le mettre à l'échelle, on peut l'envoyer sur une VM chez Coyeb et ça fonctionne à grande échelle. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est le côté scalabilité, c'est ça? C'est-à-dire que si... bah, je t'en prie. ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est ensuite au moment où tu vas le déployer, nous on va faire en sorte de te donner automatiquement les primitives sans que tu aies besoin de configurer quoi que ce soit de compliqué. Tu vas typiquement pour le déploiement d'un modèle, tu vas définir le nombre de requêtes par seconde que tu veux avoir euh, par, euh, par instance. Et nous, on va en fait observer le trafic et toutes les 15 secondes, on va prendre une décision sur est-ce qu'il faut plus de machines ou pas. Et ensuite, on va créer des machines supplémentaires de manière transparente, dépendant du trafic. Et puis, quand le trafic redescend, on va réduire le nombre de machines à nouveau. Ouais, c'est un point intéressant. Et puis en termes d'exemple concret, on parlait auparavant des RAG, donc on va mettre de côté le fine-tuning. Quand on fait un RAG pour un POC ou qu'on l'essaye pour une solution, voir si c'est viable, quand on le met à l'échelle ou qu'on a plusieurs utilisateurs qui vont consommer ce chatbot ou ce modèle qui va faire du RAG, il faut absolument être capable de passer à l'échelle et de pouvoir gérer, par exemple, 3, 4, 5 000 requêtes si on le fait, enfin, si on le propage à tous les utilisateurs d'une entreprise, par exemple. Et Ouais, ça, tout à on fait. s'en occupe pas. Exactement, c'est le principe. Et puis, tu as l'autre aspect où ça va scale jusqu'à zéro. Si c'est une application dans une phase de développement ou tout simplement une application qui n'est pas utilisée de manière permanente pour faire en sorte que le coût descende à zéro quand il n'y a pas de trafic. Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi, Yann. On en a parlé de cette super conférence qui s'appelle AI Engineer, auquel toi, tu as participé, tu en as fait plusieurs, j'imagine, à San Francisco, il y en a aussi à New York, etc. Donc c'est une très belle conf avec un très beau contenu. Et, et je crois que cette conférence va débarquer à Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Carrément, carrément, ouais, ben, on est, en fait, nous, on est une entreprise française, on est présent aussi aux États-Unis, on fait pas mal d'événements dans la Silicon Ouais, Valley tu et y es dans beaucoup, toi. Je veux dire, un jour sur deux, tu es aux États-Unis, toi. Je te ouais, vois, un c'est peu, hein. Ouais, entre New York, machin, etc. Tu dois être encore en décalage horaire, là, j'imagine. j'ai atterri hier de Tokyo. Ah bah Euh, voilà. euh, et donc en fait, ce qu'on va faire là en septembre, ce qui est assez fun, c'est qu'on va emmener AI Engineer à Paris.
Donc c'est la première édition en Europe et même au-delà de ça, en dehors des États-Unis, hein, de AI Engineer. Ouais. Donc AI Engineer, c'est quelque chose qui a été commencé il y a... Alors ils ont commencé en 2023, hein, je crois, Ouais. avec la première. Ils ont AI Engineer World's Fair, auquel vous avez été et moi j'ai été aussi. Et en fait, ça fait un certain temps qu'on échange avec Swix et Benjamin, et donc on va emmener cette conférence à Paris. Et donc ça va se passer le 23 et 24 septembre euh, C'est une super news. à Station F à Paris. Donc si vous allez aujourd'hui sur ai.engineer/paris, vous pouvez directement prendre des tickets. Et donc le principe de cette conférence, c'est d'essayer d'avoir un contenu qui est sélectionné pour avoir des gens qui ont justement une grosse vision sur ce domaine-là. Mhm. Et donc, sachant que pareil, c'est AI engineering, ça vient du fait de dire c'est une nouvelle discipline émergente, donc maintenant qui commence à être plus établie, mais qui n'est pas de la data science, qui n'est pas du DevOps, qui n'est rien d'existant en fait, qui est réellement Qui est à quelque la chose de croisée de nouveau. ces chemins-là, en fait, hein, finalement. Ouais, Mm. qui exploitait ces modèles, tous ces modèles, et donc créer des workflows agentiques, par exemple, ou savoir interagir avec tous ces outils-là, euh, qui est assez différent de la data science classique dans l'absolu. Et donc, C'est le boulot du AI engineer, boulot pour exactement. lequel il y a pas de formation. C'est un nouveau métier. Et effectivement, c'est à la croisée des chemins. Donc ça, c'est une super nouvelle. Les COIEB organisent cette conférence 23 et 24 septembre à Paris, à Station F. Et ça va être une conférence qui va être très tournée sur le hands-on, sur le très technique. Je trouve que c'est une super initiative. C'est un super signal aussi qu'on fasse ça en France, comme le premier pays étranger sur lequel il y a ce type de conférence-là avec ce tampon-là, parce que ça veut aussi dire qu'on a des super talents et qu'on a une bonne vibe de AI ingénierie en France. Donc ça c'est très très cool. Ouais, et on va avoir donc vous pouvez retrouver tous les détails sur ai.engineer/paris. Euh, et on a speaker qu'on est en train de confirmer. Et donc on a un des premiers, c'est le founder de Black Forest Labs, donc qui font le modèle Flux, qui Top. est une alternative à Stability AI, euh, et qui est d'ailleurs une entreprise allemande. On va commencer très fort européen, et puis on va avoir Carrément. Tu vas, euh, tu vas inviter des gens de Lovable, de Spotify, de toutes nos super boîtes européennes, de Mistral, de Gingface, j'en passe et des mégas. exactement. Donc on va essayer d'assembler un line-up de personnes qui ont un- un- une grosse expertise dans ce domaine-là, pour emmener ça à Paris et faire une conférence de qualité. Donc on attend entre 500 et 1000 personnes. Donc on va voir ces 500 personnes minimum, mais à la vitesse où on va, je pense qu'on va plutôt approcher les 1000. Donc Moi, j'ai pris on mon verra billet, bien. hein. J'ai dû être number 2, 3 or 4 de prendre le. J'ai pris mon billet. Donc, Et carrément. ben ouais, ouais, tu fais partie des premiers, parce que la conférence, au moment où on enregistre ce podcast, elle n'est pas encore annoncée publiquement, donc elle le sera au moment où le podcast sera publié. Mais on a commencé déjà à vendre des tickets, parce que en fait on a juste parlé à quelques personnes, Tout le et monde donc est chaud. Tout le monde ouais, est je super pense que chaud. tout le monde veut voir ce genre d'événement arriver à Paris, et c'est pour ça que nous quand on a discuté avec Ben et Swix, qui font celle
aux aux US. US, on a dit, ben, on est partant pour vous aider à faire en sorte que ça se produise. Eh Donc ben, en voilà, tout donc c'est cas, une. super, belle initiative. On relaiera l'info tant qu'on peut pour vous et pour l'écosystème. Je trouve que c'est une super news et je suis sûr que ça va être une belle réussite aussi. Thomas, on a notre fameuse tradition, Question? coutume séculaire, multiséculaire sur la question de l'invité et la question à l'invité. Est-ce que tu peux nous rappeler qui était notre dernier invité et quelle était sa question? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, Yann, tu pas beaucoup de chance pour la question si elle est pas spécialement cool. Enfin, il va falloir y répondre, mais Elle est bon rock'n'roll. courage. Je peux mettre un fond sonore sympathique, la musique des bisounours ou un truc comme ça. Mais ça vient de Manuel Odendahl. Ça vient de Manuel Odendahl, donc tu étais avec nous, le mois dernier. Tu es software développeur, émérite. Qui était speaker d'ailleurs aussi, C'est Manuel, vrai. à AI Engineer, qui est un Français émigré depuis 12 ans à Providence, à côté de Boston, et avec lequel on fait des workshops IA et qu'on salue au passage. Et sa question, elle est, accroche-toi, quel est l'avenir des cols blancs? Je pense que l'avenir des cols blancs est radieux, hein. Moi, si tu veux, je suis assez euh, Je optimiste. précise, Yann n'a pas de chemise et est en t-shirt, donc en fait, le mec dit c'est radieux l'école Ah blanc parce qu'il ouais, est bon en après, alors t-shirt. quelle est la définition d'un col blanc? Ah oui, OK, c'est Ça, vrai, tu as raison. c'est- Quand il parlait des cols blancs, on avait quand même le sentiment qu'il parlait du j re dis-moi, Pierre, si tu es d'accord avec moi, du management de façon générale. Le rôle de management qui était, qui pro qui produisait pas spécialement. Enfin non, je sais pas si c'est bien dit ce que je suis. Oh Ouais, là là, non, tu t'es mis à dos 63 non, millions de managers. qui mettent pas les mains dans le cambouis, on va dire. Voilà, qui gèrent de l'humain, mais pas, de livrables, on va dire. C'est bon? C'est OK Ah, ok, ça? d'accord. C'est ça la Ah ça définition d'un change col là, blanc. Non, OK, je ça crois que change, c'était OK. plutôt col bleu versus col blanc qui était carrément toute la catégorie. Parce que bon, quand tu prends, ça dépend si tu prends la définition française, mais un cadre, un ingé, c'est un cadre, hein. Ouais, mais Moi, je c'était vois un développeur col blanc, là? pour moi, c'est tous ceux qui sont derrière un ordi, hein. Ah ouais? OK. Ouais, Ouais, moi je verrais carrément. aussi comme ça. OK. Un Ouais, software ouais, ouais, engineer, c'est un carrément. col blanc pour moi, mais Alors, bah, c'est. c'est parti. Tous ces cols blancs là. Mais après, on pourrait carrément parler du middle manager aussi, ou du manager de manière générale. Mais non, sur la partie, si on parle de col blanc en tant que engineering hands-on, moi je pense que tu as un phénomène que simplement les tâches les plus basiques perdent en valeur et que ce qui a de la valeur, c'est tout ce qui n'est pas solve par l'IA et qui va de toute façon mettre des années probablement à être solve, hein. Je veux dire, l'IA, elle fait pas d'architecture. Si tu essayes de faire designer un projet complexe aujourd'hui avec de l'IA, par exemple, pour un software engineer, ça va pas marcher, hein. Alors, parce que Lovable, c'est bien, mais la majorité des usages qu'on voit à date, ça reste du prototypage rapide, Mhm. ce qui est très efficace, mais qui est pas le travail où tu as le plus de valeur ajoutée. Je pense que moi j'ai toujours pensé que c'est une révolution extrêmement importante, hein, ce qui est en train de se passer, Mhm. mais que c'est comme le début de l'Internet où tu as une transformation des métiers et donc tu as tous ceux qui sont, tout ce qui est, on va dire, le plus simple qui va être. En fait, les exigences vont évoluer. C'est-à-dire que si demain tu fais pas ton métier en utilisant de l'IA, bah, c'est sûr que tu vas être en partie Handicapé largué, quelque hein. part. Ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est un peu, enfin, c'est un outil, hein. C'est comme si tu utilisais pas Internet quand c'est arrivé et que tu en avais besoin, quoi. Mhm. Donc pour moi, c'est l'élément clé. Après, si on parle des managers, ça, je sais pas à quel point ça va les impacter. Euh, il y a- mais dans un sens, c'est un peu la même chose, hein. Moi, je te donne un exemple. Les note-takers, j'avais jamais utilisé de note-taker avant, mais maintenant, la Les qualité des outils note-takers, de prise de notes, de transcription, exactement. d'assistant, etc. Ouais. Mm. Bah, ça change tout, quoi.
prend quasiment plus de notes parce que le note taker est suffisamment précis, alors qu'avant, bon, tu pouvais pas reposer dessus. Et ce qui te Euh, permet en fait de te concentrer sur ta discussion vraiment, parce qu'en fait souvent on prenait des notes, bon à moins que ceux qui sont super forts arrivent vraiment à séparer leur cerveau de prise de notes, etc. Mais quand tu prenais des notes en même temps que tu faisais un échange, une conversation, ben en fait tu perdais aussi un peu de qualité, d'attention en fait dans la conversation. Ouais, et c'est vraiment, bon, c'est un exemple d'un outil pour moi, typiquement, qui est Ouais, indispensable. Et quand tu vois le coût de l'outil, bon, il n'y a c'est pas assez photo, ouais. ridicule hein, par rapport Ouais, bien sûr. à un salaire. Bon, c'est donc et je pense qu'il va y en avoir beaucoup d'autres qui vont émerger, des exemples comme ça, où si tu t'adaptes pas assez rapidement, bon, bah, c'est réellement un problème. Donc après, on a tout ce qui est médiatique avec justement tout le monde doit utiliser de l'IA, etc. Il y a une réelle question de comment tu peux utiliser l'IA, et je pense qu'elle n'est pas complètement résolue pour tous les jobs. Ouais. Mais typiquement, un software engineer qui regarde pas comment il peut utiliser de la génération de code, bah ouais, c'est un problème, quoi. Ça veut dire qu'il n'est pas à jour. Enfin, il n'essaye pas de se Bah, mettre à jour. à ce moment-là, ça veut dire, mais on peut ouvrir la boîte de Pandore, mais il y a peut-être 40 ou 50% des développeurs et des software engineers qui sont réticents, voire contre l'IA en fait, par Ouais, ce sentiment de peur, de déclassement, sentiment de peur de remplacement, tous ces mots qui font ultra peur, et on peut les comprendre, je ne jette pas la pierre du tout. Mais donc du coup, il y a aussi un gros travail de pédagogie, d'explication, un gros travail d'écoute, de dialogue social dans les entreprises pour expliquer la gouvernance et les politiques d'instauration de l'IA et de ces outils-là. ouais, tout à fait. Après, et en général, en plus, de toute façon, ça va venir en partie aussi de l'entreprise, hein, parce Des que directions, bien sûr. ils vont pas nécessairement. Enfin, déjà, il y a une question d'autorisation, justement, comme on en parlait tout à l'heure, de la confidentialité et de est-ce que Mhm. tu veux que ta base de code soit ingérée dans différents outils. Mais euh, la majorité des gens, enfin, euh, et c'est là où c'est assez marrant et assez vicieux, hein, parce que tu peux utiliser de l'IA, mais il faut quand même savoir ce que tu fais. Mais il y a une partie qui est pas si différente aussi non plus du début des moteurs de recherche, hein. Tu utilises un moteur de recherche, tu prends les mauvaises sources derrière, bon, bah, t'écris n'importe quoi, hein. Donc sur la partie, pour moi, IA, tu as un peu les mêmes phénomènes. Est-ce que toi, de ton côté, tu as une question? Ouais, moi j'ai une question au prochain auditeur, c'est comment au prochain auditeur, au prochain guest plutôt, comment il utilise l'IA aujourd'hui dans son quotidien, hein, parce que ça c'est vraiment quels sont les cas d'application, et je mets un veto sur le note taker parce que je l'ai déjà utilisé. Euh, et aussi au-delà de ChatGPT, est-ce il y a, quels sont les cas d'utilisation qu'ils ont, et est-ce qu'ils voient déjà des cas d'utilisation dans leur quotidien à eux, de workflow agentique, par exemple, que dans des outils qu'ils utilisent au quotidien. Ça, c'est vraiment un sujet, moi, qui m'intéresse aujourd'hui, c'est voir la pénétration et à quel point les gens utilisent les outils au quotidien. J'entends de plus en plus de gens qui me disent, bon, j'utilise ChatGPT au quotidien, ou bon, qui vont ou peut-être en Perplexity, ou pour remplacer en partie la recherche, par exemple. Ça, c'est un truc émergent, mais au-delà de ça, même sur l'agentique, je suis curieux de voir bah, qu'est-ce qu'on a comme pénétration aujourd'hui. Et Carrément, c'est un bon carrément. point, juste, c'est quoi pour toi l'agentique pour la prochaine personne? Alors, Parce que ça peut être plein l'agentique, de choses. bon, ça va être sûrement des modèles, des choses plus. Et c'est vrai que c'est assez. euh, Toi, en tant qu'utilisateur, tu le vois même pas forcément que c'est des workflows agentiques techniquement derrière. Donc, euh, je pense que ça va être des choses qui sont avec plusieurs étapes. Typiquement, moi, des choses où j'attends toujours la solution et qui le fait, et si vous la voyez, vous me dites, c'est réserver des billets d'avion, parce que c'est très embêtant de réserver des billets d'avion. Tu passes ton temps à chercher sur plusieurs sites, et ça paraît simple, mais tu perds beaucoup de temps à faire ça. Et donc ça, c'est un cas d'utilisation qui est assez pour moi, qui est agentique, parce que tu vas te devoir retrouver à utiliser des trucs comme OpenAI Operator,
parce que ou ça scrape les websites. Mais c'est pas aussi simple parce que tu dois intégrer des contraintes et tu dois pouvoir avoir potentiellement plusieurs étapes de raisonnement euh, qui D'accord, sont liées en général au workflow agentique. très clair. Super, ben, on arrive à la fin de ce podcast. C'était top. Ben, moi, je suis très content d'avoir eu Yann et d'avoir pu parler de Coyeb. Et je vous invite vraiment à aller voir à la fois leur site, mais aussi leur blog. Et puis, on n'a pas mentionné, mais ils sont ultra actifs et ça, c'est cool. Dans l'écosystème, ils se donnent à fond pour organiser des meet-up. Je passe le bonjour à Edouard et à Alistair qui sont toujours à fond à se donner et tout ça. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et on le rappelle, il y aura l'organisation d'AI Engineer Paris le 23 et 24 septembre, donc qui se passera à Station F. Pour prendre votre billet, c'est ai.engineer/Paris. Et ça sera super cool et très content que vous organisiez ça en tout cas. Eh ben, merci beaucoup Merci Yann, pour merci à Merci toi. Yann. l'invitation. Merci À Pierre. bientôt.